Voilà. Ok, bienvenue sur ce premier café live, premier d'une longue série, je l'espère, puisque on a décidé de faire quelque chose d'un peu plus vivant sur le groupe. Voilà, je vous présente Vanessa. Je Bonjour. vais la laisser se présenter. Bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Donc voilà, moi je suis Vanessa, je suis sur votre groupe en tant que personne résiliente, qui a réussi sa reconstruction après 25 ans de violence conjugale extrême. Quand je dis violence conjugale extrême, c'est vraiment extrême. J'ai vu la mort à plusieurs reprises. Et j'ai réussi à sortir. Donc voilà, je participe donc aujourd'hui avec Rennes pour vous faire part de comment j'ai réussi à me reconstruire. Et écoutez, si après mon explication vous avez des questions, je serais heureuse d'y répondre. C'est gentil, bravo. Voilà. Merci Vanessa. Alors moi je suis Rennes, je suis l'administratrice du groupe depuis plusieurs mois maintenant. Ça arrivait un petit peu par hasard, mais bon, ça va être une autre histoire. Et je suis arrivée aussi sur ce groupe en tant que personne résiliente, puisque j'ai eu un parcours aussi avec la violence depuis très longtemps, inceste, viol dans l'enfance. Et puis une violence qui était présente intrafamiliale depuis très longtemps. Et du coup, nécessairement, je dirais nécessairement entre guillemets, c'est une violence qui s'est reproduite, que j'ai retrouvée dans ma vie de femme, donc avec de la violence verbale et psychologique essentiellement. Du coup, oui, j'ai eu à me poser à un moment donné, à me dire, ok, qu'est-ce qui se passe? J'ai travaillé sur tout cet environnement ça s'est imposé à moi en fait d'accompagner aujourd'hui les femmes. Donc je me suis formée pour pouvoir le faire, qui ont connu de la violence dans leur reconstruction. Alors il y aura 3 temps sur ce partage, un partage d'expérience avec Vanessa qui va commencer, et puis éventuellement moi avec ce que j'ai pu vivre. Et puis après, il y aura un deuxième temps, ça va être de parler un petit peu, de brosser un petit peu le tableau de la reconstruction, des 5 étapes de la reconstruction, avec quelques clés pour s'en sortir. Et puis, si on a du temps, parce on a prévu une petite heure avec Vanessa, eh bien, il y aura un moment d'échange. Du coup, échange qui se fera avec les personnes présentes avec nous. Donc, j'arrêterai la caméra. Mais en tous les cas, si vous écoutez cette vidéo en replay et que vous avez des questions, n'hésitez pas à réagir, à commenter sous la vidéo, de manière à ce qu'on puisse revenir vers vous et répondre à vos questions. Voilà pour les indications. Vanessa, je te laisse la parole. Voilà, donc comme je vous disais, donc moi j'ai connu mon ex-conjoint, j'avais 18 ans. Donc j'ai pris ma première baffe, comme je dis, à 22 ans. S'en est suivi donc de plusieurs années de violences psychologiques, de violences physiques, avec le cercle infernal des violences conjugales. Donc à chaque fois on revient au point de départ et à chaque fois on recommence. Donc j'ai 2 enfants qui ont vécu aussi des violences. Voilà, donc les violences se sont accentuées avec le temps jusqu'à devenir des violences inhumaines. J'ai été induite d'essence, j'ai été pendue à une corde. Voilà, c'était vraiment des violences d'une extrême violence, on peut le dire. Voilà, jusqu'au jour où, je sais pas, j'étais séquestrée depuis plusieurs semaines dans mon domicile. Et un jour, j'ai eu une once, je me suis dit, ce soir, je vais mourir. Et en fait, j'ai inventé une histoire pour pouvoir sortir de mon domicile. Donc, il m'a accompagnée et il m'a frappée dans la voiture et je suis sortie de la voiture et les passants ont appelé la police. Et là, s'en est suivi. Donc, j'ai été hospitalisée d'office
par, vu mon état, donc j'étais amaigrie, j'étais plus en état de moi-même. Lui a été aussi hospitalisé dans un hôpital aussi. Il est sorti, lui, très tôt de cet hôpital. En sortant de cet hôpital, donc un soir, il m'a envoyé une photo d'une arme. Ce soir, c'est toi ou moi. Donc là, la police, j'ai prévenu la police puisque moi, j'étais hospitalisée. Mes enfants étaient avec lui puisque moi, j'étais hospitalisée. Et il avait commencé aussi son travail de sabotage auprès de mes enfants en leur disant « Votre mère vous a abandonné, vous avez vu, elle est partie. » Donc, j'avais mon fils, mon grand, qui m'en voulait parce qu'il avait qu'un son de cloche. Et voilà, donc c'est une période qui a été assez compliquée. Donc, le lendemain, la BRI donc, est intervenue à notre domicile, donc a trouvé des armes, une bombe artisanale pour me tuer. Donc, il a été hospitalisé d'office par le préfet. Cette hospitalisation d'office a duré 2-3 mois. Donc, moi, entre-temps, j'ai pu récupérer mes enfants. Et il est sorti d'hospitalisation d'office sans que je sois au courant et est revenu au domicile reprendre le travail qu'il n'avait pas terminé. Donc, j'ai réussi à appeler la police et ce jour-là, en fait, la police m'a pris et je ne suis plus jamais retournée à mon domicile et je n'ai jamais récupéré tout ce qu'il y avait chez moi, c'est-à-dire mes papiers, mes bijoux d'enfance, mes souvenirs de mes grands-parents, mes vêtements. Je suis partie comme j'étais et je n'ai plus jamais remis les pieds à mon domicile. Donc, j'ai été mise dans un foyer pour femmes battues. Je suis allée passer quelques jours au 115. Donc, j'ai pu juste partir avec ma fille, puisque mon fils étant manipulé, ça aurait été dangereux pour moi de partir avec lui. Ça nous aurait mis en difficulté. Donc, il a continué de faire son travail contre moi vis-à-vis de mon fils. Et ça, c'était ce qu'il y avait de plus compliqué. À ce moment-là, j'ai rencontré mon avocate que j'ai actuellement. On a mis en place une ordonnance de protection. Donc, j'ai eu une ordonnance de protection. J'ai eu un téléphone grave danger, puisque tous les faits, en fait, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que tous les faits qu'il a commis, les armes, etc., en fait, il a réussi à se faire déclarer pénalement irresponsable. Donc, en fait, il n'a jamais été condamné. Donc, j'ai eu une ordonnance de protection. Donc, il avait mon fils, j'avais ma fille. On faisait des échanges au commissariat pour l'échange des enfants. Un juge a mis en place une garde alternée avec tout ce qu'il y avait eu comme violence. Donc, c'était très compliqué. Et là, ce jour-là, je me suis dit, quand je voyais comment mon fils tournait mal, n'avait plus de repères, était complètement manipulé, j'ai fait un signalement auprès du procureur de la République pour demander le placement en urgence de mon fils. Donc, j'ai été entendue 1 an après parce qu'il a fallu que les services sociaux fassent leurs expertises. 1 an après, mon fils et ma fille ont été placés parce qu'ils vous ont voulu placer les 2 enfants, qu'il n'y ait pas de différence entre les deux. Donc, mes 2 enfants ont été placés. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé, moi, mon travail de reconstruction, puisque j'étais seule, je savais mes enfants en sécurité, donc j'ai pu retrouver un travail, j'ai pu retrouver un logement. J'ai pu comprendre le principe des violences conjugales. Donc, ma fille est sortie au bout d'1 an de placement. Je l'ai récupérée tout de suite. Mon fils, lui, est toujours placé, mais dans de très bonnes conditions, puisqu'il a trouvé un équilibre. Il est dans un lieu de vie avec des éducateurs à la campagne. Il fait du cheval, il a des très bons résultats scolaires. Et il vient tous les 15 jours et la moitié des vacances scolaires. Donc, on a vraiment une superbe entente. On a retrouvé notre complicité, on a retrouvé tout ça. Voilà, ça c'est mon histoire. Actuellement, où ça en est, c'est qu'il y a toujours des décisions de justice en cours, puisque ce genre de personnages font toujours appel aux décisions. Donc, il y a une décision JAF où j'ai l'autorité parentale exclusive, il a fait appel. J'ai une décision du juge pour enfants, il a fait appel. Donc, en fait, pour pouvoir garder le lien, ils font appel à toutes les décisions. Donc là, à l'heure actuelle, il s'en prend à mon fils. Donc, il a changé un peu de tête de turc, entre guillemets, et on est convoqué au pénal début septembre pour des faits qu'il a commis contre mon fils. Donc là, on espère que cette fois-ci, il y aura une condamnation pour commencer à l'arrêter. Voilà, donc c'est un parcours quand même assez atypique quand même, parce qu'il est quand même assez long et comment dire, il est assez violent, mais voilà, je voulais vous expliquer un peu le parcours pour vous montrer que même avec ce genre de parcours, on peut s'en sortir.
Donc, quand j'ai réussi, donc moi, à reprendre un peu le contrôle de ma vie, donc l'avantage que j'avais, c'est que j'avais une ordonnance de protection. Donc, il y avait un no-contact qui s'est installé très rapidement. Donc, ce no-contact a été, parce que moi, je le dis souvent dans le groupe ou dans des groupes, c'est que c'est le premier travail à faire, c'est celui-là, c'est le no-contact, c'est-à-dire couper tout contact. Donc, on coupe le dialogue avec l'addiction, en fait, parce que c'est une addiction. Donc, on passe par une période de sevrage, on passe par des périodes compliquées jusqu'au moment où on commence à reprendre le contrôle de soi, on commence à revoir la réalité. Donc, moi, j'ai été accompagnée par une association de femmes victimes de violences conjugales, donc, qui m'a bien expliqué tout ce circuit. Et là, je l'ai intégré. Je me suis dit, oui, c'est ça, en fait, c'est ça que j'ai vécu. Je ne suis pas une moins que rien, j'ai le droit de vivre, j'ai le droit d'être heureuse. Donc, on passe, à ce moment-là, on passe par toutes les étapes du deuil. Et alors, moi, ce que je voulais dire, ce qui a été très important pour moi, c'est de comprendre qui il était. Parce qu'en fait, avant de pouvoir me poser des questions sur moi, j'ai déjà cherché à comprendre quel type de personnage c'était et pourquoi j'étais tombée sur lui. Qu'est-ce qui faisait dans mon enfance et dans mon parcours avant avait fait que je puisse me laisser, entre guillemets, avoir par ce genre de personnage. Donc, c'est à ce moment-là que mon travail de reconstruction a démarré. Donc, j'ai commencé à travailler sur moi, bon, très profondément, avec la guérison des blessures, l'abandon, la trahison. J'ai mis en place tout un travail de confiance en soi, d'estime de soi, d'amour de soi. Et voilà, pour en arriver aujourd'hui à ne plus avoir peur, c'est-à-dire que je sais qu'on va au tribunal le 8 septembre, je n'ai plus peur, je ne vibre plus la peur. Il ne sait pas où j'habite, mais une décision de justice là me demande de lui donner mon adresse. Je ne l'ai pas donnée parce qu'il n'a pas plus réclamé que ça, donc je ne vais pas non plus me jeter dans la gueule du loup pour rien. Mais je sais que si un jour il faut que je lui donne mon adresse, je ne vibre plus la peur, et en ne vibrant plus la peur, il ne peut plus m'atteindre. Voilà mon fort intérieur, ce que mon fort intérieur me dit. Donc voilà, donc ma reconstruction, elle a été comme ça. Et depuis, donc, je suis devenue coach en développement personnel et énergéticienne. J'aide aussi beaucoup les femmes qui ont un parcours compliqué. Donc, je suis intervenue plusieurs fois auprès des ministres, du président de la République, pour expliquer un peu cette histoire qui est complètement rocambolesque, parce qu'on avait tous les faits qui pouvaient exister pour qu'il soit arrêté, et non, ça n'a pas été fait. Donc, je travaille beaucoup en ce moment sur les dysfonctionnements de la justice et les conséquences qu'elles peuvent avoir sur les femmes, mais aussi sur les enfants. Parce que les enfants sont victimes. Un mauvais père, un mauvais mari, un père violent, un mari violent n'est pas un bon père. Il ne change pas de casquette en 2 minutes. Et ça, c'est quelque chose que j'essaye de travailler et j'essaye de défendre, parce que quand on est obligé d'envoyer au casse-pipe nos petits loulous alors qu'il y a des risques ou quoi que ce soit, voilà, c'est la double peine en fait. Hein. On a vécu, maintenant on a nos enfants qui derrière, on est obligé aussi de protéger et de tout mettre en place pour leur bien-être. Voilà. Merci Vanessa, tu sais, pendant que tu parlais, j'avais envie à chaque fois de réagir et pour interagir avec toi, parce que tout ce que tu dis est super important. C'est un parcours moi que je trouve extraordinaire, parce que effectivement, moi, ce ne sont pas des violences que j'ai connues. J'ai pas frôlé la mort comme toi. C'était des violences qui étaient beaucoup plus insidieuses, beaucoup plus transparentes, on va dire, puisque voilà, c'était des grosses crises de colère, enfin un peu moins que normal, mais voilà, beaucoup de violence verbale, et puis aussi de la violence psychologique qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus insidieux, beaucoup moins visible. Mais dans ce que tu racontes, en fait, moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a eu vraiment déjà une graduation de la montée de la violence dans ton histoire, peu à peu, donc avec plusieurs types de violences qui se sont installées.
Et puis après, oui, une phase de déni, on va en parler, on va dire un petit peu ce que c'est que le déni, mais qui a duré de très, très nombreuses années jusqu'au moment où ton instinct de survie, finalement, a repris le dessus. C'est mon instinct de survie qui a pris le relais. Et puis, comme on a nos blessures, eh ben, on veut être la sauveuse. Donc, au départ, on veut le sauver. Donc, on rentre dans le triangle de Cartman. Il y a plein de Oui, oui. choses qui se. Il Il y a, y a il y a- plein de choses qui. il y a beaucoup de sujets enfin voilà, qu'on peut aborder. Je pense que ça va être l'objet des cafés live, effectivement, parce qu'on on aura un thème qui sera sur les enfants, on aura un thème sur effectivement pourquoi est-ce qu'on vit ces violences-là, qu'est-ce qui les amène, quelles sont éventuellement les blessures ou quelles sont notre profil même de personnalité, parce qu'il y a un profil de personnalité pour les personnes qui reçoivent de la violence, tout comme il y a un profil pour les personnes qui émettent de la violence. Alors volontairement, je ne vais pas parler de victimes et de bourreaux, parce que je pense que c'est nécessaire qu'on sorte de ces thèmes qui nous enferment en fait dans un rôle. Et voilà. Et donc, je crois qu'on est des individus. Il y a un émetteur, il y a un récepteur. Il faut juste comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Donc, il y a beaucoup de riches sujets qu'on repartagera avec Vanessa et puis avec d'autres, puisque je suis en train de mettre en place un certain nombre de partage, en tous les cas, avec des professionnels qui sont aussi sur le groupe. Normalement, ce sera toujours à la même heure le mercredi. Alors, ce que je voulais partager, en même temps, je raconterai un petit peu ici et là, un petit peu moi, ma propre expérience par rapport à ces différentes phases de la reconstruction. En fait, il y a une phase qui peut être longue, c'est celle du déni, en fait. Le déni, c'est vraiment, on est dans une dénégation de la réalité. On ne veut pas voir ce qu'on vit et on ne veut pas entendre non plus des autres ce que l'on vit. C'est vraiment, voilà, on ferme la porte et c'est ce qui va nous amener donc à accepter l'anormal et l'inacceptable. Et c'est en fait un mécanisme de notre cerveau, en fait, de protection, de défense de notre cerveau. On est comme dans une espèce de figement qui va soit nous laisser penser que ça va s'améliorer, que ça va changer, avec cette notion de sauveuse que tu disais tout à l'heure, Vanessa, que voilà, c'est pas si grave, ou ce sera, enfin voilà, il changera, il va changer, puisqu'il va souvent nous demande pardon, hein, excuse-moi, je recommencerai plus, je ferai. Donc il y a vraiment et c'est lié à notre profil parce qu'on est des personnes extraordinaires, je tenais à vous le dire. C'est justement parce qu'on on est des diamants que en fait on se retrouve aussi à être à trop se donner sur l'extérieur, à s'en oublier. Donc voilà, et donc cette phase de déni, en fait, ouais, elle est plus ou moins longue. 22 ans pour Vanessa, de vie conjugale. Moi, je suis restée une dizaine d'années avec le papa de mes garçons. 5 ans avec le papa de ma fille. Les violences étaient différentes, donc je m'étais dit, voilà, j'ai eu beaucoup de mal en fait à faire la distinction entre, que je vivais de la violence en fait par rapport aux mots qui étaient utilisés, au mécanisme qui était mis en place. Et le point déclencheur pour moi, ça a été une lecture dans un journal de télé sur mon île, puisque je vis à La Réunion, où je suis tombée sur ce journal où on racontait les phases de dépression, justement, des personnes qui vivent de la violence physique, donc des femmes battues. Parce que jusqu'à ce que je tombe sur cet article, en fait, j'étais dans le déni complètement. C'est-à-dire que pour moi, mon seuil, c'était s'il lève la main sur moi, je peux partir. Or, il n'a jamais levé la main sur moi.
Donc, du coup, j'étais toujours dans une acceptation de quelque chose qui me faisait souffrir et je rentrais en phase de dépression. Je pleurais tous les jours, je ne savais pas pourquoi. Je me souviens notamment du jour de mon anniversaire où je me suis arrêtée par les gendarmes et où j'étais déjà pas bien. 15 jours après, je le quittais. Et ça a été vraiment le déclencheur, ça a été de lire, d'apprendre quelque chose en fait et de me rendre compte, de conscientiser finalement que j'étais pas battue effectivement, mais cette violence-là, elle avait exactement les mêmes effets, les mêmes impacts. Donc pour sortir du déni, il y a une première clé, c'est effectivement la connaissance, c'est en parler, c'est écrire ce qu'on peut ressentir. Il y a aussi, comprendre son histoire, comme le disait Vanessa. C'est vraiment nécessaire d'aller chercher notre histoire personnelle, l'histoire même de nos parents, le transgénérationnel, c'est une spécialité de Vanessa. Et puis surtout, être dans l'ouverture et dans l'accueil de ce qu'on peut recevoir de la part de notre entourage. C'est-à-dire qu'on a toujours autour de soi quelqu'un qui a pu vous dire attends, là, qu'est-ce qui se passe? Tu es sûr que ça va? Mais c'est pas normal. Et c'est être dans l'accueil et dans l'écoute de cette personne bienveillante que l'on a autour de soi. Et de ne pas se blâmer aussi. Voilà, notre passé a fait qu'on est tombé sur cette personne, mais il ne faut pas s'en vouloir. Il faut se pardonner aussi. C'est très important là. Ouais. Ça n'en est pas à la période du pardon, excuse-moi. Oui, effectivement, c'est une étape de la reconstruction, effectivement, mais là, c'était simplement les phases. Ouais. Et ensuite, après le déni, c'est même pas catégorisé, il n'y a pas petit 1, petit 2, petit 3 sur ces phases-là, c'est vraiment des phases qui sont en mouvement. C'est-à-dire qu'on peut passer de l'une à l'autre des phases dans une même journée, dans une même semaine. C'est vraiment comprendre que c'est vraiment du mouvement, comme nous, on est en mouvement en permanence. Donc, la deuxième phase, ça va être la phase de colère. La phase de colère, c'est, voilà, on prend conscience de la réalité, mais on n'est pas tout à fait prêt à y faire face. C'est une phase également, c'est là où on rejoint le blâme et la culpabilité. C'est une phase pendant laquelle on remet à l'extérieur en fait ce qui se passe dans notre environnement direct et on se dit justement on va blâmer l'autre, c'est de sa faute. On va se blâmer, on va se culpabiliser de se dire oui, moi aussi je l'ai cherché. On va aussi, quand on est dans des phases de justice, on va être en colère contre la justice parce que, et ça dans ton histoire, tu en parles avec beaucoup de détachement par rapport à toutes les actions que tu mets en place et cette injustice que te fait vivre la justice finalement. Et je trouve ça formidable de pouvoir avoir ce recul et cette hauteur-là par rapport à ça. Moi, je lis dans beaucoup de groupes, je lis beaucoup de souffrance par rapport aux attentes qu'on a de la justice. Et je voulais faire un sujet là-dessus aussi. Et donc, cette phase de colère, en fait, c'est vraiment une phase qui est importante puisqu'elle permet aussi d'être dans une phase un peu combative, c'est-à-dire pour mettre en place les actions aussi. C'est bon, je vais mettre en place un certain nombre d'actions pour marquer ma colère, pour marquer cette phase. Dans cette phase, ce qui est important aussi, c'est de parler. C'est de parler, d'écrire, toujours pareil. C'est vraiment d'extérioriser ce que l'on peut vivre. C'est avoir aussi des pratiques qui vont permettre de ramener du calme en soi. Donc, il y a de nombreuses pratiques, la méditation, la respiration, l'EFT que je pratique également. Voilà. Et puis, surtout, ne pas se mettre en situation parce que le sentiment de colère est normal,
il faut l'accepter. Par contre, il faut veiller à l'expression que l'on a de cette colère. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, dans un état de colère, on peut se dire ouais, je vais faire ci, je vais voilà, et faire un acte qui peut être aussi, qui peut nous mettre en porte-à-faux ou qui peut nous mettre dans des situations délicates en fait par rapport à notre objectif. Et c'est vraiment ce que j'invite souvent à mes clientes de faire, c'est de viser l'acte juste, viser l'acte qui est écologique pour soi, qu'on sache pourquoi est-ce qu'on doit mettre en place telle ou telle action. Ce qui est juste, c'est effectivement de porter plainte quand c'est nécessaire. Ce qui est juste, c'est de poser toutes les actions, et là, Vanessa, elle le fait très bien encore par rapport à ce qui se passe dernièrement, c'est de poser toutes les actions qui sont nécessaires pour se protéger elle, pour protéger les enfants et pour, pour montrer la limite de ce qui n'est pas franchissable. Par contre, dès qu'on se met, et j'en parle parce que je lis aussi beaucoup de choses sur les groupes, à faire des choses qui peuvent nous mettre en porte-à-faux vis-à-vis de la justice ou vis-à-vis ou qui peut nous mettre dans des situations plus compliquées encore avec l'émetteur de la violence. Ouais, il faut vraiment se questionner. Est-ce que c'est juste de faire ça? Pourquoi est-ce que je le fais? Qu'est-ce qui m'anime? Dans quel but je le fais? Est-ce que voilà, c'est OK pour moi ou est-ce que je le fais juste par un désir de vengeance, etc. La troisième phase, c'est une phase qui est un peu bizarre, c'est la phase de la négociation. Ce sont des mêmes phases que le deuil, hein, tu en parlais, Vanessa, c'est exactement la même chose. C'est vraiment un travail de deuil de ce que l'on a vécu, de deuil de ce que l'on a pu connaître. La négociation, ça va être la recherche d'une issue temporaire à la douleur, c'est-à-dire qu'on va essayer de nourrir l'espoir que ça aurait pu être différent. En fait, dans cette phase, on va souvent attendre le changement de la part de l'autre. On va essayer de comprendre, mais on va essayer de comprendre, mais tout en se culpabilisant. Ça va être la phase du « et si j'avais fait comme ceci ». Si j'avais fait comme cela, si j'avais pas dit ceci. C'est déjà, donc on se blâme beaucoup aussi dans cette phase et on porte toute la responsabilité de ce que l'on vit. Si tu as envie de rajouter quelque chose, Vanessa, n'hésite pas. Non, je t'écoute. De toute la responsabilité de ce que l'on vit, mais on est aussi dans une forme d'attente du changement de l'autre. C'est-à-dire qu'on va attendre on va nourrir l'espoir que la personne… Grâce aux promesses. Les promesses Oui, faites, oui, voilà, je vais bien changer, sûr, oui, je vais me évidemment. faire soigner. Bien sûr, On y évidemment, croit. parce qu'évidemment, ça n'arrive pas comme ça. Ça a toujours des déclencheurs et des mots qui viennent nous perturber, en fait, dans notre… dans notre c'est bon, j'ai compris, je vais aller voir un psy, et puis ça dure 6 mois et ça recommence. Enfin bon, c'est voilà. Et donc on se dit ok, peut-être que ça aurait pu être autrement, et ça nous permet de moins souffrir en fait par rapport à c'est plus confortable de se dire ça va changer que de dire en fait non, ce que j'ai vécu c'est anormal et inacceptable, et d'aller chercher pourquoi c'est anormal et inacceptable. Donc c'est vraiment une phase de négociation, et pendant cette phase, quand vraiment on est en rupture, c'est aussi la négociation, elle peut aussi se vivre, se remettre sa foi, et des personnes qui ont des pratiques religieuses qui vont se jeter aussi à corps perdu dans cette pratique religieuse, parce que ça les aide à mieux vivre, à moins souffrir en fait à l'intérieur de cette violence. Mais on n'est pas encore dans une phase de résilience parce que la colère, elle est toujours nourrie, le déni est toujours nourri, et puis la dépression peut être toujours présente aussi, puisque c'est la phase suivante. Alors sur la négociation, en termes de conseils, de clés, ça va être vraiment de se reconnecter à soi. Ça, c'est le must, c'est de vraiment être en lien avec soi, de se reconnecter à soi, de retrouver son identité, de retrouver ses forces, ses ressources, justement, pour pouvoir être dans cette affirmation
qui est juste pour soi. Et puis, en phase préalable, il y a aussi le tri qu'il faut faire entre ce qui nous appartient, effectivement, et ce qui appartient à l'autre. Et éviter effectivement, enfin, ce tri est nécessaire parce que ça permet de se dire, bon, ok, bon, peut-être que j'ai pas été exemplaire, moi aussi, parce que j'ai répondu à quelque chose, j'ai fait aussi quelque chose qui aurait pu justifier, je mets bien entre guillemets, parce que la réaction excessive du partenaire n'est jamais justifiable par ce que l'on fait soi. Mais en tous les cas, c'est vraiment de se dire, mais l'autre n'a pas le droit. Ce qu'il fait, c'est pas normal, ce n'est pas acceptable et il faut que ça s'arrête. Voilà, c'est juste et reprendre notre responsabilité, c'est justement en travaillant sur son histoire, en travaillant sur son identité, et c'est se dire bon ok, il y a un parcours, il y a un chemin, il y a des explications, il y a des blessures, il y a du transgénérationnel, mais je dois pas porter la responsabilité ne veut pas dire culpabilité. Voilà, c'est complètement différent, c'est deux thèmes complètement différents. Et surtout, oui, éviter de, c'est pour sortir, enfin pour cesser de négocier, c'est arrêter de culpabiliser sur quelque chose qui ne nous appartient pas, qui appartient aux attitudes anormales et inacceptables de la personne qui est en face de nous. Après, au niveau des phases, il y a la phase de dépression. Vous savez, ce sentiment de vide, de tristesse qui peut nous envahir, ce manque d'énergie, ce manque de motivation, perte d'appétit, perte de sommeil, tout ça, ce sont des manifestations en fait de la dépression. Quand vous en ressentez, si vous ressentez ces éléments-là trop longtemps, il faut absolument vous tourner vers quelqu'un qui peut vous aider à en sortir vite. Alors, elle est normale cette phase, mais par contre, ne vous laissez pas envahir par ce vide, par des idées noires. Donc, faites-vous aider, faites-vous accompagner. Dans cette phase de dépression, en fait, c'est vraiment un moment où la réalité va s'infiltrer. On va comprendre qu'en fait, que ce qu'on a vécu, ce n'est pas normal. Il va y avoir encore un peu de la culpabilité qui va nous casser, puisqu'il va y avoir un manque d'estime, un manque de confiance, donc qui va vraiment s'installer. Je suis bonne à rien, je réussirai jamais à avoir une relation normale. Enfin bon, bref, toutes les phrases qui sont destructrices, des pensées qui sont finalement destructrices, qui nous figent dans un schéma qui nous enferme. Pour sortir, pour passer cette phase de dépression ou en sortir, déjà la première clé, je dirais, c'est d'éviter des comportements négatifs, donc des comportements négatifs addictifs, donc alcool, drogue, enfin voilà, toutes des choses qui vont encore nous plonger encore plus durablement dans cette phase de dépression. Il y a aussi quelque chose d'assez simple qu'on peut prévenir, c'est de noter toutes les dates, de prévenir toutes les dates qui sont importantes, les dates de rencontre. Voilà, tu parlais de sevrage tout à l'heure dans ton expérience, Vanessa. Ouais, il y a des dates de mariage, des dates de rencontres, des dates importantes, des dates des voyages, enfin bon, bref, toutes ces dates-là, en fait, c'est de prévenir et pas rester seul à ce moment-là, faire autre chose pour ne pas se plonger justement dans cette phase de down. Et puis, c'est aussi se créer de nouvelles habitudes. Se créer de nouvelles habitudes, soit sportives, soit de rencontres, de marches, enfin peu importe ce qui vous anime, danser, de nouvelles habitudes. Ensuite, la dernière phase que j'aime bien, enfin la dernière, même l'avant-dernière, parce que j'aime bien dire que la résilience, il y a l'acceptation et ensuite il y a vraiment la résilience. L'acceptation, l'autre étape, ça va être l'acceptation et c'est vraiment, là, notre réalité, elle est posée. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'on a vécu, on sait pourquoi on l'a vécu
et on vit avec ça sans souffrance. Et c'est possible. Vanessa l'a dit par rapport à sa propre expérience. Et moi aussi par rapport à voilà, moi j'ai pensé pendant longtemps que c'était une fatalité, qu'en fait je n'étais pas bonne, enfin je devais pas être en couple en fait, je voulais pas finir bonne sœur, mais c'était presque ça. J'étais en colère contre moi, j'étais en colère contre les hommes, et je pensais que en fait voilà, c'est que j'étais pas faite pour être avec quelqu'un. Je commençais à m'en persuader parce que je souffrais trop dans une relation à deux, et je souffrais trop dans mes relations aux hommes tout court. Donc du coup, donc l'acceptation, oui, c'est bon, une réalité posée. On peut vivre sans souffrance. Et puis après, derrière, il y a ce que j'appelle la résilience écologique, c'est-à-dire c'est vraiment pouvoir tirer une force de notre histoire, en fait. Mais pas une force combative, vraiment une force intérieure. Une force intérieure, ouais, c'est ça. Une force intérieure, ouais. Merci. Parce que quand on est dans cette résilience écologique, alors, je vais admettre de nouveau Saïda qui est partie. Quand on est dans cette résilience écologique, on est responsable. On est responsable de… Voilà. Mais attention, pas coupable, hein, c'est vraiment deux choses différentes. On est en conscience, c'est-à-dire qu'on a conscience de ce qui se joue autour de nous, de ce qui se joue à l'intérieur de nous. On a des outils aussi pour le vivre. Et puis, on est autonome. C'est vraiment, voilà, pour moi, la résilience qui est la plus belle. Je vous avais mis sur l'image du live un bol cassé. C'était une symbolique parce que je ne sais pas si vous connaissez le kintsugi. Tu connais, Vanessa, le kintsugi? Non, pas du tout. Le kintsugi, c'est l'art de réparer des bols cassés. C'est un art chinois. Et en fait, c'est un symbole de la résilience, effectivement, parce que en fait, tous les bols cassés peuvent être réparés. Les morceaux sont d'abord nettoyés. Donc, même si on peut se sentir cassé, il y a vraiment un chemin qui est beau pour nous, quoi, en fait, puisque, donc pour reprendre la métaphore du bol, tous les morceaux vont être nettoyés, puis ils vont être recollés avec soin. Et ça rien que cette action-là, sur un seul bol, ça peut prendre plusieurs mois. Donc, c'est un véritable art de patience et de persévérance aussi. Et puis après, une fois que les morceaux sont recollés, ça va être poncé, laqué avec une laque naturelle, ça va être séché. Et puis après, ils vont saupoudrer d'or, en fait, pour magnifier notre histoire. Et c'est vraiment ça, en fait, le travail qu'on a à faire sur cette reconstruction. Ça va être vraiment de se réparer, de recoller, de faire briller toutes les imperfections et de les magnifier avec nos chemins d'or, en fait. Et c'est ça qui est beau dans le partage qu'a pu faire Vanessa. Voilà, quelques conseils pour l'acceptation. C'est pour consolider l'acceptation. Donc, je ne sais pas où vous en êtes au niveau de votre reconstruction. Il y a des personnes peut-être qui naviguent sur les 4 phases d'une façon un peu tumultueuse et qui arrivent difficilement à l'acceptation et à la résilience. Mais en tous les cas, si vous êtes dans une forme d'acceptation, une forme de résilience, mais que vous ne vous sentez pas encore tout à fait reconstruit, et pour consolider ça, il y a la gratitude, pratiquer la gratitude. Je referai quelque chose sur nos pensées positives, nos pensées négatives, comment est-ce qu'elles interagissent sur notre énergie et sur notre état d'esprit. Donc voilà, il faut être surtout patient avec soi-même, c'est-à-dire qu'il faut aussi accepter les rechutes,
et les coups de mou, les phases de dépression qui peuvent arriver sans qu'on s'en rende compte. Si elles reviennent, c'est qu'il y a encore quelque chose à mettre en conscience qui n'a pas été encore compris. Donc, il faut juste accepter, il ne faut pas se dire mince, j'y arriverai pas, il ne faut pas se décourager, il faut vraiment être persévérant, continuer à apprendre, répéter, échouer et recommencer. Voilà, voilà un petit peu le message que je voulais vous partager. Voilà, j'en ai fini. Merci. OK. On se fait un petit temps de partage. Je vais arrêter l'enregistrement. Donc, pour toutes les personnes qui nous suivent en replay, eh bien, c'est notez vos questions ou écrivez-nous pour qu'on puisse répondre à vos questions sous la vidéo. Et puis, on se fait un petit temps de partage pour les personnes qui sont présentes en direct. Au revoir et merci pour votre écoute. Au revoir.